Alors, face à cela, effectivement, notre système international a essayé de se reconstituer à travers un principe qui va naître au moment de l'agonie de la bipolarité. Nous sommes en 1988, l'URSS n'en a plus pour très longtemps, et un juriste français et un médecin de Médecins sans frontières français, le premier s'appelait Mario Bettati, le second s'appelait Bernard Kouchner, ont plaidé devant l'Assemblée générale des Nations unies pour que soit mis en place le fameux devoir d'ingérence. L'idée selon laquelle il en est dans le système international comme dans nos relations sociales quotidiennes, lorsque un de nos semblables est en péril de mort, il y a nécessité d'assistance à personne en danger, c'est-à-dire à État en danger. Cette idée, elle va peu à peu s'imposer et très vite aura un premier laboratoire, qui est la première des grandes guerres civiles post-bipolaires, à savoir la guerre civile somalienne, qui tourne au désastre humanitaire et qui conduit les Nations unies à mettre en place une opération dont le nom est très évocateur, Restore Hope, rétablir l'espoir, de manière à venir en aide à la Somalie. Ce qui est inquiétant et signe prémonitoire particulièrement alarmant, c'est que très vite cette opération tourne à l'échec, que les GIs américains qui y participent activement sont humiliés, brutalisés par la population locale et que très vite l'administration Clinton, tout juste élue, décide de son rapatriement. Et dans la foulée de cet échec en Somalie, on va assister à ce drame épouvantable au Rwanda en 1994, où près d'1 million de personnes ont trouvé la mort, 1 million de personnes, s'il vous plaît. N'oubliez pas World Trade Center 2800, Rwanda 1 million de victimes devant l'indifférence de la communauté internationale qui déjà en 1994 considérait qu'il était téméraire d'intervenir dans les guerres civiles des autres. Et puis l'année d'après, il y aura un autre drame dont vous avez entendu parler, Srebrenica, nous sommes en Bosnie, où là aussi le contingent des Nations Unies, pourtant présent, a laissé faire le massacre. Et donc, dans ce climat d'incertitude face à une communauté internationale qui voulait enfin s'affirmer comme communauté pour pouvoir enfin solidairement réagir aux douleurs, aux souffrances des États qui composent le système international, une commission présidée par un diplomate algérien, M. Sahnoun, et un diplomate australien, Gareth Evans, va publier un très fameux rapport qui s'appelle Responsibility to Protect, R2P, qui est symbolisé par ce jeu de mots R2P, R2P. Responsibility to Protect, qui nous dit une chose révolutionnaire du point de vue international, qui consiste à affirmer que lorsque un État n'a ni la possibilité, ni le désir de protéger ses propres citoyens, il est du devoir de la communauté internationale tout entière de s'y substituer. Ce qui est un énorme bouleversement de la doctrine internationale, qui a fait naître beaucoup d'espoir. Ce rapport va paraître, tragique coïncidence, en décembre 2001. C'est-à-dire, ces malheureux vont déposer leur rapport à un moment où l'administration américaine, mais d'une façon générale, l'ensemble des États du monde, avaient déjà l'esprit ailleurs.
Et 12 ans après, quel en est le bilan? Finalement, le bilan est assez maigre. Il y avait eu 2 ans auparavant une opération qui avait effectivement réussi, qui en septembre 1999 avait conduit à l'indépendance du Timor face à l'oppression qu'exerçait l'armée indonésienne sur cette partie d'île de l'archipel de la Sonde, qui avait été une coalition internationale qui effectivement avait pu aboutir à la mise en place d'un État nouveau et indépendant. Mis à part cela, la responsibility to protect, la responsabilité de protéger, avait échoué. Et cela m'amène, sous forme de conclusion, à faire sur cet échec 3 observations. La première, c'est que, et c'est peut-être la plus importante, la responsabilité de protéger s'est heurtée à une aporie. Le multilatéralisme que je vous présentais tout à l'heure n'a pas la possibilité, les moyens de prendre en charge cette responsabilité de protéger qui aurait pu être, à ce moment-là, portée par la communauté internationale tout entière. En quelque sorte, le gendarme aurait eu, pour le soutenir, une gendarmerie. Et lorsque le multilatéralisme n'est pas assez structuré pour faire cela, ce sont les grandes puissances qui doivent s'y succéder, avec ce risque énorme. Si une puissance, une grande puissance, s'octroie le devoir ou le droit de protéger celui qui est en danger, ne croyez-vous pas qu'il va demander à être rémunéré, qu'il va demander son pourboire? Ce bras séculier de la communauté internationale va transformer la responsabilité de protéger en un droit d'intervention. C'est ce qui s'est produit en Afghanistan, en Irak et sur tant d'autres terrains. Est-ce que la responsabilité de protéger menée par une seule puissance, la France au Mali, peut se substituer à une responsabilité de protéger menée par la communauté internationale tout entière? Et qui a le droit de s'arroger ce privilège? Et qui vous contrôlera? D'autre part, la responsabilité de protéger est-elle, ou plutôt la R2P, est-ce la responsabilité de protéger ou est-ce la responsabilité de punir? C'est-à-dire qu'on voit très bien comment on passe facilement d'un ordre de la protection à un ordre de la répression. Est-ce la même chose? Est-il fondé de confondre les deux? Et troisièmement, en intervenant pour protéger, on ajoute la guerre à la guerre. Et comme la diplomatie brésilienne l'a très bien dit, est-ce que dans la responsabilité de protéger, dans la responsibility to protect, il n'importe pas de laisser une fenêtre ouverte pour la responsibility while protecting, en protégeant? Est-ce que la communauté internationale ne sait faire ça? La réponse est non. Les apories, les blocages de notre système international actuel, c'est l'incapacité de ce système international de se construire en solidarité globale, déléguant le rôle de solidarité à ce qui est intimement son contraire, c'est-à-dire la manipulation unilatérale de puissance.